Bien, bonsoir, bonjour, parce qu'il fait encore jour, hein, donc on n'est peut-être pas encore au stade du bonsoir, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Je suis Vincent Roquel, journaliste au Progrès, et je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée, fin d'après-midi, peu importe le terme, organisée par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, en partenariat avec le Progrès. La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer propose dans plusieurs villes de France ces rendez-vous de la recherche. Et le thème qui sera au cœur des échanges de ce soir à Lyon est l'immunothérapie contre les cancers. Nous avons la chance ce soir d'avoir à nos côtés deux grands spécialistes lyonnais en immunothérapie qui vont nous donner les clés pour mieux comprendre en quoi consiste ce nouvel arsenal thérapeutique contre le cancer, une thérapie qui fait beaucoup parler. Alors je vous présenterai brièvement avant qu'ils nous rejoignent. Nos invités donc sont un médecin et une chercheuse, Nathalie Bandris-Vermar, chercheuse à l'INSERM, et le docteur Philippe Cassier, qui est médecin oncologue au centre Léon Bérard. Mais avant de les écouter, j'invite d'abord Nicolas Rennes à nous présenter les actions de la Fondation de l'ARC pour la recherche du cancer. Il est bien placé pour le faire puisqu'il est responsable de l'information du public et de la communication de la Fondation. Nicolas, je vous cède la parole. Bonsoir, bonsoir tout le monde. La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, c'est un des principaux acteurs en France de lutte contre le cancer. Notre caractéristique, c'est que nous sommes 100% dédiés à la recherche sur le cancer. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons vise à permettre aux chercheurs de mener des projets de recherche en cancérologie. Notre caractéristique, c'est que nous sommes un organisme indépendant. Nous travaillons surtout avec des chercheurs de tout le territoire national. Nous couvrons tous les domaines de la cancérologie. Et notre particularité est de travailler non seulement, de financer non seulement des projets qui peuvent aller de la recherche fondamentale, c'est-à-dire cette recherche qui permet d'acquérir de nouvelles connaissances essentielles dans la lutte contre ces maladies, jusqu'au développement de nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Une caractéristique également très importante, c'est que nous sommes exclusivement soutenus par la générosité du public, c'est-à-dire que l'ensemble des projets que nous soutenons, nous pouvons les soutenir uniquement parce que nous recevons des dons et des legs. Et voilà, et ça c'est quelque chose que je tenais à dire, parce que c'est vrai qu'on saisit toute opportunité pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser notre action. Dans la région, quelle est votre implication ? Alors comme je le disais, on travaille avec tous les grands centres de recherche en France, donc la région lyonnaise est effectivement, enfin la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, est effectivement une région d'importance pour nous. Pour donner un exemple, en 2018, nous avons sélectionné 24 nouveaux projets de recherche dans la région. Ça à peu près représente 2 millions d'euros de financement. Donc c'est une des régions pour nous d'importance dans la réalisation de notre action scientifique. Alors pourquoi ce rendez-vous de la recherche est une étape importante pour l'ARC ? Nous avons créé ces rendez-vous il y a 2 ans, et d'ailleurs, pour l'anecdote, on avait démarré à Lyon, le premier rendez-vous, parce que nous souhaitions, en fait, sur des grands enjeux aujourd'hui de la recherche en cancérologie, réussir à apporter des réponses concrètes qui éclairent ces enjeux-là, qui permettent de les décrypter. Et donc, nous souhaitons, par ces rendez-vous, permettre au public et aux chercheurs de se rencontrer, permettre à chacun de découvrir des projets innovants qui sont menés sur des sujets qui sont clés, qu'ils abordent des traitements, ça peut être aussi des sujets de prévention, des sujets qui impactent la qualité de vie des patients. Et donc, ça fait partie de notre rôle, c'est dans le cœur de notre mission sociale. On soutient les projets de recherche, mais on va aussi jusqu'à les expliquer et essayer de transmettre leurs résultats aussi au plus grand nombre. Voilà. Et bien c'est ce qu'on va faire justement ce soir. Donc j'invite à nous rejoindre sur scène nos deux invités experts. Pendant qu'ils s'installent, c'est un peu fort. Ah, est-ce qu'on peut baisser un petit peu ? Merci. Pendant qu'ils s'installent, ces échanges vont se dérouler en 2 parties. Une partie exposée. Et là, je vous demanderai effectivement de bien écouter donc les deux invités sans les interrompre. Il y aura une deuxième partie qui sera justement consacrée au jeu de questions-réponses, où là, évidemment, vous aurez tout le loisir de pouvoir poser des questions. Mais je vous demande effectivement de ne pas interrompre les exposés quand ils se déroulent. Merci de votre compréhension. Je vais commencer
par Nathalie Bandris-Vermar. Vous êtes chercheuse à l'INSERM au sein de l'équipe ciblage de la tumeur et environnement immunitaire au Centre de recherche en cancérologie de Lyon. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment notre système immunitaire réagit face au cancer? On sait que le système immunitaire réagit à la plupart protège en tout cas contre de nombreux virus et bactéries, malheureusement pas contre les cancers. Pourquoi? Merci de me poser cette question qui est exactement ce qui va être au cœur de ma première présentation. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir et de pouvoir partager mon quotidien de chercheuse avec vous. Et ça m'a permis également de retrouver une ancienne collègue et amie maintenant, dont je ne savais pas qu'elle viendrait là ce soir. Voilà, donc le premier projet que je vais vous présenter, effectivement, fait partie des projets de recherche plus fondamentaux, comme l'a illustré Nicolas Rem, c'est-à-dire des projets qui ont pour vocation d'amener à des nouvelles connaissances dans le domaine de la cancérologie. Et donc plus particulièrement, moi je suis immunologiste de formation, et donc les projets de recherche que je mène au sein de notre équipe visent à mieux comprendre les interactions entre les cellules du système immunitaire, plus vulgairement appelées les globules blancs, et les cellules tumorales. Donc, pour commencer, je voulais juste vous illustrer la complexité d'une tumeur. Pas s'imaginer qu'une tumeur, c'est un environnement simple avec seulement une population de cellules. C'est vraiment un environnement complexe où cohabitent différentes populations de cellules, différents habitants. Et en particulier, au sein de cette tumeur, comme vous le voyez illustré ici sur cette coupe de tumeurs en immunohistochimie, les cellules tumorales sont entourées d'un tissu de soutien qui leur permet de se nourrir, mais également de petites cellules qui sont localisées ici, par exemple en marron, qui sont justement les cellules représentant l'infiltrat immunitaire, c'est-à-dire des cellules qui sont recrutées au niveau de la tumeur pour fonctionner et agir contre ces cellules tumorales. Alors normalement, ces cellules immunitaires s'apparentent donc aux globules blancs, c'est-à-dire vos cellules qui circulent dans le sang. Vous faites classiquement dans des analyses de biologie des recherches de numération de formules de globules blancs. Et en fait, ces globules blancs sont vraiment des barrières très très importantes pour nous défendre contre les microbes, les virus, les bactéries, les parasites. C'est ce qui est illustré ici, où en fait, une fois que les barrières physiques, qui sont souvent la peau, les muqueuses, sont altérées et que les microbes vont pouvoir pénétrer dans l'organisme, il y a tout un arsenal de cellules du système immunitaire, donc de globules blancs, qui vont se mettre en jeu pour enrayer la progression du danger, du pathogène. Et donc ce système immunitaire est organisé en deux étapes, on va dire. Une première barrière qui est ce qu'on appelle l'immunité innée. La seule chose que vous devez retenir, c'est que c'est une immunité qui va être très très rapide, qui va se mettre en place en quelques heures, voire quelques jours. Mais cette première barrière parfois est dépassée et se met en place à ce moment-là une deuxième barrière immunitaire qui est ce qu'on appelle l'immunité adaptative, qui est une immunité plus lente. Alors je vais vous expliquer sur la diapositive suivante comment ça fonctionne quand on est exposé à un microbe et qu'on doit se défendre face à ce danger pour notre santé. Donc les microbes pénètrent à cause d'une faille dans les muqueuses, dans la peau. Ils vont pénétrer et ils vont rencontrer une première barrière donc de défense immunitaire que sont les cellules du système inné. Ces premières cellules, en fait, elles sont capables de détecter le danger immédiatement. Elles n'ont pas besoin d'être éduquées, d'apprendre à reconnaître ce danger. Parfois ça fonctionne, elles sont suffisantes, parfois elles sont dépassées et vont se mettre en route donc une deuxième branche de l'immunité que sont les lymphocytes, d'autres populations de cellules du système immunitaire, des lymphocytes, qui eux par contre ne sont pas capables de reconnaître directement le danger et vont devoir être éduqués un peu par des parents ou une maîtresse qui va leur apprendre qu'il y a un danger à l'extérieur et qu'il va falloir s'armer pour aller éliminer ce danger en périphérie. Et donc ça passe par différentes étapes, je ne vais pas vous indiquer précisément en quoi ça consiste, mais en gros, il va falloir apprendre à cette cellule à reconnaître le danger. Une fois qu'elle va apprendre à le reconnaître, elle va s'armer, elle va se multiplier, elle va s'amplifier, elle va faire plein de petites sœurs, de petits frères, et ces cellules vont être capables de retourner au niveau du site initial de danger pour détruire justement cette cellule infectée, par exemple dans le cadre d'une infection par un virus ou un microbe. Et dans le cas du cancer, l'objectif c'est d'arriver à faire la même chose pour éliminer la cellule tumorale en la reconnaissant comme un danger. Malheureusement, les cellules tumorales ne sont pas des cellules infectées, ce ne sont pas des cellules dans lesquelles pénètrent des virus ou des bactéries, et donc il va falloir apprendre à les reconnaître comme étant quelque chose de différent, de dangereux, alors qu'à l'origine, une cellule tumorale, c'est une cellule normale
qui acquiert des nouvelles propriétés pour devenir tumorale, mais il n'y a pas de vrai signal de danger, d'alerte pour le système immunitaire. Et en particulier, la difficulté qu'ont les cellules immunitaires, c'est à reconnaître cette cellule comme un danger de type microbe, parce que justement, elle dérive du soi, c'est une cellule normale qui devient tumorale, et parce que souvent, elle se camoufle. Il faut les voir un peu comme des militaires qui se camouflent lors d'un combat. Elle développe un certain nombre de systèmes pour passer inaperçue au regard du système immunitaire. Et en plus, elle est relativement perverse. La cellule tumorale est capable de développer des mécanismes, d'utiliser des freins pour empêcher justement l'action du système immunitaire. Donc si on le représente sous forme d'une balance, à l'équilibre en situation normale, quand vous allez bien, la balance est vraiment à l'équilibre, hein, la réponse immunitaire antitumorale est à l'équilibre. Par contre, dans le cadre du cancer, cette balance penche vraiment en faveur d'une ignorance ou d'une tolérance, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus cette cellule comme un danger. Alors cette diapositive est un peu plus compliquée, un peu plus scientifique pour vous illustrer que malgré tout, dans les tumeurs, on rencontre deux types justement de globules blancs, deux types de systèmes immunitaires qui en fait vont être dépendants du stade du développement tumoral. Je m'explique, dans les premières étapes, lorsque la cellule normale commence à acquérir des propriétés tumorales, commence à devenir dangereuse, ça va représenter un petit signal d'alerte, même s'il est moins fort qu'un microbe, pour les cellules du système immunitaire, et en particulier, ces cellules qui sont indiquées ici, sont des cellules qui vont être recrutées assez rapidement et vont apprendre à reconnaître la cellule tumorale et à l'éliminer. Et c'est ce qu'on appelle le processus d'immunosurveillance qui va conduire à l'élimination de la tumeur. Et en gros, j'ai voulu l'illustrer à travers les pédales de conduite sur une voiture, il faut voir ça comme si vous appuyez sur l'accélérateur, c'est vraiment un rôle positif, favorable, antitumoral. Par contre, la cellule tumorale finit par s'adapter et à comprendre qu'elle est attaquée, et donc elle va développer des systèmes de freins pour justement empêcher ces cellules de fonctionner. Et comme vous le voyez illustré ici, dans une tumeur avancée, la cellule tumorale développe des mécanismes, des systèmes pour empêcher ces cellules de fonctionner. On retrouve les cellules oranges, vertes, bleues, violettes, qui elles vont être complètement bloquées. Elles ne peuvent plus fonctionner normalement. Et en plus, elles recrutent d'autres cellules qui apparaissent ici, qui n'étaient pas là au départ, qui sont des cellules qui vont aider la cellule tumorale à se développer. Même si ce sont des globules blancs, ce sont des globules blancs qui vont être favorables au développement de la tumeur. Donc on est vraiment, vous avez vraiment ici, un peu comme le yin et le yang, deux types d'immunité au sein des tumeurs, qui sont plutôt caractérisés par une immunité contre la tumeur dans les tumeurs précoces, et au contraire une immunité qui va aider la cellule tumorale à se développer, parce qu'elle met en place des freins pour pouvoir progresser. Et donc les objectifs de recherche au sein de notre équipe sont vraiment de comprendre ces mécanismes qui opèrent au sein des tumeurs soit précoces, soit avancées. Et l'objectif étant que si on comprend qu'est-ce qui se passe dans une tumeur précoce ou dans une tumeur avancée, on va pouvoir essayer d'exploiter, de définir des nouvelles cibles thérapeutiques et justement de renverser ce qui se passe dans une tumeur avancée pour retourner à un état de tumeur précoce, essayer de restimuler les populations qui sont intéressantes. Et c'est exactement ce qu'on recherche à faire en fait avec les approches d'immunothérapie, comme vous l'illustrera tout à l'heure le docteur Cassier. Donc nous, le projet qui est financé par l'ARC, pour la raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est parce que je m'intéresse justement à cette population de cellules qu'on appelle les cellules tueuses naturelles. Donc pour cela, j'ai fait un petit clin d'œil avec Kill Bill, parce que c'est quelque chose qui marque bien, si vous avez vu ce film. C'est vraiment des cellules qui sont nées pour tuer. Donc c'est des cellules où leur mission, c'est de reconnaître le danger, que ce soit une cellule infectée ou une cellule tumorale, de se mettre au contact de cette cellule, et puis de lui délivrer des signaux qui vont induire la mort de la cellule tumorale. Donc des différents signaux, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vraiment l'objectif de cette cellule, c'est d'éliminer et d'induire la mort de la cellule tumorale. Cependant, si on replace la cellule NK dans le même schéma que celui que je vous ai présenté avant, elle subit les mêmes lois que ce que je viens de vous présenter en amont, c'est-à-dire que dans la tumeur précoce, elle est armée, elle est efficace, elle va fonctionner, elle va aider le patient à éliminer sa tumeur. Et donc, elle a toutes les fonctions au vert, c'est-à-dire qu'elle fonctionne tout à fait bien, elle est capable de faire son rôle attendu. Par contre, dans une tumeur avancée, justement, les freins se mettent en place, elle ne va plus être capable de fonctionner, elle n'est plus fonctionnelle, voire épuisée en fait, et ces fonctions qui sont importantes pour lutter contre la tumeur sont éteintes. C'est une cellule qui est en mode off, si on parle en interrupteur on-off, elle va plutôt être en mode off, et elle va ne plus pouvoir être capable de reconnaître et d'éliminer la cellule tumorale. Et donc cette dualité fonctionnelle est vraiment intéressante parce que d'une part, pour nous, c'est important de comprendre
comment, dans une tumeur précoce, ces cellules sont activées, quels sont les signaux dans la tumeur qui vont permettre à cette cellule de s'activer de manière appropriée. Et dans les tumeurs avancées, à l'inverse, de comprendre comment cette cellule est bloquée, est freinée par la tumeur, ça va nous permettre d'identifier justement des voies, des moyens, des mécanismes pour réactiver ces cellules dans des perspectives d'immunothérapie. Donc c'est vraiment, cette balance est très importante et elle va nous permettre d'apporter des nouvelles connaissances sur le bras tumeur précoce pour aller jusqu'à l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans les tumeurs avancées. Et donc la molécule que nous plaçons au sein de ce programme, c'est une petite molécule qui sert de communication entre les cellules, qui s'appelle l'interleukine 33. Je ne vais pas vous en dire beaucoup sur cette molécule. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a montré qu'elle est exprimée dans les tumeurs. Donc ça, c'était la première étape à franchir. S'assurer qu'elle est bien exprimée dans le cancer du sein, qu'elle est là. Et que donc, potentiellement, si elle est là, ce n'est pas pour rien. C'est pour avoir un rôle, pour jouer un rôle dans l'environnement tumoral. Et cette cellule, une fois que cette molécule, une fois que la tumeur est endommagée, la cellule tumorale est endommagée, elle est libérée dans l'espace et va pouvoir activer, délivrer des signaux de communication à différentes populations du système immunitaire. Et en particulier, aujourd'hui, dans la littérature, vous savez que notre métier de chercheur, c'est aussi de s'intéresser aux travaux des autres, de savoir où en est l'état des connaissances. Eh bien, on peut le résumer à ce schéma-là, qui est que le rôle est assez controversé de cette molécule dans les cancers. Il y a à la fois un rôle antitumoral qui a été décrit, et vous voyez via justement les cellules NK qui sont donc mes cellules d'intérêt. Mais à l'inverse, il y a aussi eu des démonstrations que cette cytokine, cette molécule interleukine 33, peut jouer un rôle pro-tumoral. Donc vraiment, tout est encore à adresser, à essayer de comprendre vraiment quel est le rôle de cette molécule au sein dans le cancer du sein, via l'activation des cellules NK. Et c'est exactement le sujet, l'objectif du projet ARC qui est financé pour 2 ans donc, dans mon groupe, où on va s'intéresser donc à comprendre comment cette molécule, l'interleukine 33, active les cellules NK. À la fois, il y a un travail chez des donneurs sains pour lesquels on récupère des poches de sang de l'EFS et où on va caractériser justement comment cette molécule active fonctionne sur les cellules NK. Et puis évidemment, le but ultime, c'est d'avoir accès à des échantillons de patientes atteintes de cancer du sein. Donc grâce à notre installation au centre Léon Bérard, on a des collaborations étroites avec la clinique et on peut avoir accès à des échantillons biologiques de patientes. Et on va pouvoir s'intéresser à quelle cellule exprime l'interleukine 33 dans la tumeur, comment elle est libérée, et est-ce que dans ce contexte de cohabitation plus complexe, elle va avoir un rôle positif aussi sur les cellules NK. Et donc savoir comment les cellules qui sont dans la tumeur vont répondre à cette cytokine, et éventuellement, justement, essayer d'évaluer l'intérêt thérapeutique de cette molécule dans les cancers du sein. Voilà, donc j'en ai fini avec cette première présentation, qui était la plus scientifique, peut-être la plus complexe, je ne sais pas, vous me direz à la fin. En tout cas, je vous remercie tous pour votre attention, d'être présents ce soir. Je remercie, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier l'ARC pour le soutien financier qu'il apporte à ce projet. Et je remercie également tous les patients, les donneurs de sang de l'EFS, nos collaborateurs et les personnes qui ont participé au projet dans mon équipe. Merci beaucoup. Nathalie Bondries-Vermars, c'est nous qui vous remercions. Vous interviendrez encore tout à l'heure pour préciser l'un de vos champs de recherche. Mais maintenant, je voudrais donner la parole au praticien que vous êtes, docteur Philippe Cassier. On va changer de place, ça sera plus simple. Voilà. Alors, je le rappelle, vous êtes médecin oncologue au centre Léon Bérard, au centre de lutte contre le cancer de Lyon, responsable de l'unité des essais cliniques de phase précoce dans ce même centre Léon Bérard. Alors, depuis 2013, on sait que l'immunothérapie est au centre des grands congrès internationaux sur le cancer. On l'a encore vu à Chicago il y a 15 jours. Là, on vient de voir effectivement que le domaine de la recherche avance de plus en plus. D'un point de vue concret, au niveau de la prise en charge des cancers aujourd'hui, où en est l'immunothérapie? Écoutez, si ça parle quand même. Bonjour messieurs, dames, je vous remercie de votre présence. Je vais essayer de répondre à cette question ardue en seulement un quart d'heure. En fait, j'ai trois items auxquels il faut que je réponde. Le premier, c'est quelle est la place de l'immunothérapie dans la prise en charge des patients aujourd'hui? Quelles sont les voies de recherche? Et puis éventuellement des nouvelles pistes et quelques nouvelles informations. Ça pourrait prendre 3 semaines. Ça va être un peu compliqué. À 10 heures par jour. Donc ça va être on va essayer d'en extraire de la subscientifique moelle. Hop.
Voilà, donc ça c'est un petit schéma juste pour vous rappeler la vision de ce que c'est la réponse immunitaire adaptée au contexte du cancer. Et ce qu'on montre, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'étapes. Je vous montre ce schéma juste pour montrer qu'actuellement, on arrive à cibler 2 de ces étapes. Donc il y a la présentation des antigènes, la présence des cellules présentatrices d'antigènes, la réponse des lymphocytes, la migration des lymphocytes dont vous a parlé Nathalie Bendris-Verma il y a 5 minutes, leur migration, leur reconnaissance des cellules tumorales et puis enfin la destruction proprement dite des cellules tumorales. Et actuellement, les médicaments qui sont à disposition en clinique de routine, c'est des anti-CTLA4, des anti-PD1, PDL1 qui en fait agissent sur ces 2 étapes, mais vous voyez que potentiellement chacune de ces étapes différentes pourrait être des cibles thérapeutiques. Et ce qu'il nous reste à comprendre, c'est dans quel contexte l'une ou l'autre de ces étapes est importante et comment appliquer des thérapeutiques pour déverrouiller ces verrous potentiels sans causer trop de toxicité. Parce que bon, c'est quand même ça aussi l'enjeu. Alors, la place de l'immunothérapie dans le traitement des cancers actuellement. Alors, attendez, je vais mettre cette diapositive-là. Donc, ce qui apparaît entouré en vert, c'est les types de cancers dans lesquels l'utilisation de l'immunothérapie est validée, c'est-à-dire est disponible. C'est-à-dire que non seulement on a les données scientifiques pour prescrire ces traitements, mais on a aussi le remboursement de la sécurité sociale pour les administrer. Donc, j'étais un petit peu trop enthousiaste. Donc les tumeurs dans lesquelles on sait que vraiment l'immunothérapie ça marche, c'est le mélanome, le cancer du rein, qui étaient historiquement des tumeurs immunosensibles, puisqu'elles répondaient même aux approches d'immunothérapie qu'on avait il y a 20 ans, et dont on se gossait avec Nathalie il y a 5 minutes, qui étaient quand même très toxiques et qui ne marchaient vraiment pas beaucoup, mais déjà, ces types de tumeurs-là, qui étaient déjà sensibles même à ces formes assez primitives d'immunothérapie, répondaient. Et c'est vraiment dans ces tumeurs-là qu'on a les meilleurs résultats, à la fois en termes de nombre de pourcentage de patients qui répondent au traitement de type immunothérapie, mais aussi en termes de durée de réponse. Et là, dans ces indications-là, l'immunothérapie, c'est la première ligne des traitements des formes métastatiques, c'est-à-dire que les cancers, quand ils sont localisés, quand il y a une seule tumeur dans un seul organe, le standard en général, c'est d'enlever la tumeur chirurgicalement, éventuellement de compléter ce traitement avec de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Là, l'immunothérapie, pour l'instant, elle est indiquée que dans les mélanomes, en traitement post-opératoire. Pour tous les autres cancers, c'est les traitements des formes disséminées, c'est-à-dire quand la maladie elle revient sous forme de métastase. C'est dans ces cas-là qu'on l'utilise majoritairement, sauf le mélanome où là on a déjà montré qu'en post-opératoire, ça battait tous les autres traitements en termes de bénéfices et de prévention de la récidive. Donc dans ces tumeurs qui sont le mélanome et les cancers du rein, c'est l'immunothérapie toute seule qui permet d'obtenir des très bonnes réponses, vraiment prolongées. Même quand on arrête le traitement, chez certains patients, les réponses se maintiennent. On ne va pas dire, enfin si, peut-être qu'on peut dire qu'on pense qu'on guérit des patients, notamment qui ont des mélanomes. Alors c'est peut-être un peu tôt. Les médicaments, on l'a dit, les premières études c'était 2012. C'est peut-être pas le recul pour parler de guérison, mais quand même des fois on peut être un petit peu optimiste, plutôt que toujours voir le verre à moitié vide, peut-être pour une fois le regarder à moitié plein et se dire que peut-être des patients qui étaient métastatiques sont guéris, ce qui était quand même pas gagné. L'autre tumeur dans laquelle on utilise beaucoup l'immunothérapie, c'est les cancers du poumon. Et maintenant, il y a des données pour dire que c'est vraiment un atout majeur, quel que soit le type de cancer du poumon. Les cancers du poumon, il y avait schématiquement, en fait, il y en a plein de petits sous-types, mais on les divisait en cancers à petites cellules et non à petites cellules. Et là, on a des données pour dire que dès la première ligne de traitement, de traitement en situation métastatique, donc de récidive, les meilleurs traitements, c'est de faire de la chimiothérapie plus de l'immunothérapie. Donc là, c'est des traitements combinés. Après, on peut discuter, il y a des sous-types dans lesquels on peut se contenter de faire de l'immunothérapie, mais je pense que ça dépasse le champ de cette présentation. Après, l'autre indication où il y a des résultats intéressants, c'est les cancers tête et cou, donc c'est les cancers ORL, donc de la gorge, de la bouche, et où là aussi on voit des bonnes réponses. C'est plutôt pour l'instant en deuxième ligne, c'est-à-dire après échec d'une première chimiothérapie en situation métastatique. Là, vous avez des noms complètement barbares, les carcinomes à cellules de Merkel,
c'est des tumeurs cutanées extrêmement rares, mais qui elles aussi sont sensibles au traitement d'immunothérapie. Et vous pouvez voir qu'il y a une autre tumeur cutanée qui est sensible, qui sont les tumeurs épidermoïdes cutanées. Alors, les tumeurs épidermoïdes cutanées, c'est hyper fréquent parce que c'est les carcinomes spinocellulaires et vasocellulaires que les dermatologues enlèvent à tour de bras, mais qui en général sont des tumeurs de très bon pronostic. C'est exceptionnel qu'il y ait des formes qui deviennent métastatiques ou qui deviennent suffisamment volumineuses pour qu'on n'arrive pas à les opérer. Et donc vous voyez que finalement dans la peau, donc ces 3 types de tumeurs sont toutes des tumeurs cutanées, et vous voyez que les tumeurs de la peau, c'est des tumeurs qui répondent très bien à l'immunothérapie de manière générale. Je vous ai mis ce gros steak en rouge là, parce que ça c'est un vrai problème clinique au quotidien. Donc c'est des formes de cancer qui sont héréditaires, et dans lesquelles il y a la causalité du cancer, c'est qu'il y a un déficit de la machinerie de réparation de l'ADN. Donc l'ADN n'est pas bien réparé, et donc il y a plein de mutations qui s'accumulent dans les cellules, et puis elles finissent par devenir franchement anormales et tumorales. Et dans ces formes de tumeurs-là, on sait que l'immunothérapie, elle marche très bien. Alors très bien, c'est malheureusement pas 100%, mais on est aux alentours de 50% de patients qui répondent, et de manière prolongée là encore. Et alors qu'ils sont plutôt moins bons répondeurs à la chimiothérapie. Les tumeurs principalement concernées, c'est les cancers colorectaux, les cancers des voies biliaires, les cancers urinaires, les cancers de l'utérus. Et quand on les compare aux formes non héréditaires, ils répondent plutôt moins bien à la chimiothérapie, par contre ils répondent très très bien à l'immunothérapie. Le problème, c'est qu'on a des données scientifiques qui nous disent que ça marche, mais on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché en Europe, alors qu'il y en a une aux États-Unis. Et la difficulté à laquelle sont confrontées nos autorités réglementaires, c'est que jusqu'à présent, les indications de traitement, c'était pour le cancer du gros orteil, pour le cancer du sein, pour le cancer du poumon. Il y avait vraiment un libellé par organe. Et là, ils sont embêtés parce que ce n'est pas un libellé par organe, c'est un libellé par test moléculaire. Le test moléculaire, c'est l'anomalie de réparation de l'ADN. Là, en fait, c'est le déficit en réparation des mésapérièments de base, mais c'est peut-être un peu... Mais voilà, c'est ça. Ça, c'est le marqueur pour la prescription du traitement, et ça n'arrive pas tout à fait à passer les barrières psychologiques des agences réglementaires. Mais on ne désespère pas, hein. On se mobilise, on essaye. Donc ça c'est en gros là où on en est actuellement, en sachant que là où on en est actuellement, ça change approximativement toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, on a un nouveau papier dans une nouvelle revue nous montrant l'activité ou l'absence d'activité de l'immunothérapie dans tel ou tel type de cancer, dans tel ou tel type de conditions. Donc il y a vraiment une évolutivité qui est invraisemblable. Ça, hop là. Alors, la question qu'on se pose pour aborder la question des pistes de recherche, c'est pourquoi il y a des patients qui répondent et pourquoi il y en a qui ne répondent pas. Donc déjà, on sait que le nombre de mutations en soi, c'est un prédicteur de réponse. Et ça s'explique parce que finalement, à chaque mutation codante va aboutir à la production d'une protéine anormale. Cette protéine anormale, le système immunitaire peut potentiellement la reconnaître comme une protéine non-soi, parce qu'elle n'a pas exactement la même gueule que toutes les autres protéines similaires. Donc on peut la reconnaître quand même comme une protéine qui n'est pas à soi, et du coup le système immunitaire peut se rebeller contre cette protéine et dire toutes les cellules qui portent cette protéine anormale, elles dégagent. Donc plus il y a de mutations, plus il y a de chances que finalement il y ait une protéine anormale qui soit reconnue comme anormale par le système immunitaire, et donc ça augmente la probabilité de réponse. Mais ça ne résout pas tout le problème, parce qu'on a quand même des tumeurs avec plein de mutations avec lesquelles il n'y a pas de réponse. Et donc c'est là que ça se complique. Ce magnifique schéma, en bas montre une cellule tumorale, et tout autour, tout un tas de sous-types de cellules immunitaires. Vous avez reconnu les cellules NK de Nathalie Benasverma. Et puis tout un tas d'autres cellules, des cellules T, et cette cellule au centre, là, c'est la cellule T effectrice, c'est celle qui a le pistolet à la main et qui dégomme la cellule tumorale proprement dite. Et pour ça, elle reçoit des signaux souvent contradictoires, donc à la fois la cellule tumorale qui dit non, ne me tue pas, les cellules immunitaires qui sont là pour aider qui disent si, tue-la, donc bref. Et en fait, il y a toute
une ribambelle de signaux qui sont à la fois des signaux hormonaux, c'est-à-dire des petites molécules qui sont dans le sang, qui circulent et qui vont se fixer à un récepteur. Il y a de la communication cellule-cellule, c'est-à-dire que les cellules se mettent l'une contre l'autre pour se passer le mot d'une cellule à l'autre par contact direct. Et puis il y a aussi des choses de l'ordre du métabolisme, du niveau énergétique et des cellules tumorales et des cellules immunitaires qui influencent tout ça. Le problème, c'est qu'on a 800 000 cibles et qu'on ne sait pas chez un patient individuel, si je prends monsieur A, que je le regarde, et je ne peux pas dire s'il a une tumeur, si sa tumeur elle va répondre plutôt à ce traitement-là ou ce traitement-là. C'est ça la difficulté à laquelle on fait face. Après, j'avais mis cette diapo, elle venait d'un autre topo, mais je l'avais mise parce qu'un type d'immunothérapie dont on parle souvent, c'est ces trucs-là, c'est ces immunothérapies cellulaires, pour lesquelles on n'est pas très en avance en France pour des questions essentiellement réglementaires et logistiques, où en fait le jeu consiste à prendre des cellules immunitaires du patient, à les transformer ex vivo, donc on les prend, on les met en culture, on les modifie, pour soit en général pour faire sauter des virus ou pour les aider à reconnaître plus facilement les cellules tumorales, et après on les réinjecte aux patients. Donc ça c'est les immunothérapies cellulaires. On ne va pas en parler maintenant parce que ça prendrait trop longtemps. Les traitements qu'on appelle immunothérapie de manière plus large actuellement, c'est ces médicaments-là qui sont les anti-PD1 et dans une moindre mesure les anti-CTLA4. Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est d'associer à ces médicaments qui marchent bien et qui ont en plus l'avantage d'être très bien tolérés, on essaie d'associer d'autres médicaments pour essayer de faire sauter d'autres verrous d'immunosuppression tumorale en même temps. Du coup, cette petite transition pour discuter d'un projet soutenu par l'ARC, qui est un essai clinique qui en fait est maintenant clos au recrutement, qui a couru de 2016 à début 2019, et qui s'est intéressé à justement des stratégies pour réverser cette immunosuppression dans des tumeurs de type cancer du côlon et cancer du pancréas. Et le rationnel pour faire ça, c'est que avant qu'on fasse cette étude, il y avait des données scientifiques qui montraient que dans les tumeurs du pancréas notamment, il y avait un certain nombre de cellules entre guillemets immunosuppressives qu'on appelle des macrophages, et que ces macrophages étaient dépendantes d'une hormone qui s'appelle CSF1. Et ce qu'on pouvait montrer, c'est que, en gros, les patients qui avaient une forte expression de cette hormone dans leur tumeur avaient une moins bonne réponse, une moins bonne survie que les patients qui n'avaient pas cette hormone. Donc, sur la base de ces données scientifiques, on a monté une étude où on testait l'association d'un médicament d'immunothérapie, en l'occurrence un anti-PDL1, qui est un médicament qui est administré par voie intraveineuse toutes les 4 semaines, en l'occurrence c'est le durvalumab, parce qu'on avait accès à ce médicament-là. Et associé à ça, on donnait un traitement en comprimé qui était un inhibiteur du récepteur de cette cytokine CSF1, donc un inhibiteur de CSF1 récepteur. Ce médicament-là, il était donné en continu par voie orale. Dans une première partie de l'étude qu'on a rapportée il y a 15 jours à Chicago, on a cherché d'abord la bonne dose, c'est-à-dire la dose qui était à la fois potentiellement efficace et supportable, parce que c'est quand même ça la problématique en cancérologie, qu'on joue quand même avec des médicaments potentiellement toxiques, donc il y a quand même toujours la question de la tolérance des traitements derrière. Ce qu'on a montré, c'est que finalement on est arrivé à administrer ces 2 traitements concomitants presque à leur dose maximale à laquelle on avait pu les donner tout seul, l'un individuellement de l'autre. Donc il n'y avait pas énormément de toxicité croisée, du moins c'est ce qu'on a pensé initialement. Et dans un second temps, on a essayé d'évaluer l'efficacité de ce traitement chez des patients qui avaient des cancers du pancréas et dans un autre groupe, des patients qui avaient des cancers colorectaux. Alors, cette deuxième partie, je n'ai pas les résultats parce que l'étude est multicentrique et qu'elle est en cours d'analyse, les patients sont en cours de traitement. Donc je n'ai pas encore l'information. Je vais juste vous montrer peut-être un cas clinique qui illustre à la fois entre guillemets, les espoirs et les difficultés. Donc Madame T, c'est une dame qui a 65 ans, qui a un cancer du pancréas, qui était métastatique d'emblée, qui avait reçu 6 mois de chimiothérapie par FOLFIRINOX, qui est la chimiothérapie standard des cancers du pancréas, puis 6 mois de Gemzar
associée à du nab-paclitaxel, qui est une autre chimiothérapie standard. Et elle est venue me voir parce qu'elle n'avait plus d'options thérapeutiques. Au début du traitement, cette patiente, elle avait à la fois des douleurs épigastriques liées à la tumeur, et puis elle avait une anorexie, c'est-à-dire une perte d'appétit, et puis de la fatigue, possiblement liée aussi, peut-être résiduelle des chimiothérapies antérieures, mais possiblement liée aussi au traitement. Au cours du premier mois de traitement, ça se passait plutôt pas mal. On avait l'impression quand même qu'elle avait un peu plus d'énergie, elle mangeait mieux, elle avait repris un peu de poids, elle avait plutôt moins mal. On avait dû la mettre sous morphinique au début du traitement expérimental, et puis on avait baissé un petit peu les doses sans complètement les arrêter. Donc on a l'impression que ça allait pas si mal. Au bout de 2 mois de traitement, on a fait ce scanner. Alors, je vais utiliser mes doigts parce que c'est plus facile. Donc vous voyez évidemment pas du tout parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, mais c'est une coupe saucisson de scanner, donc qui se situe à peu près à ce niveau-là. Donc ce qu'on voit là, c'est le foie. Ça en arrière, c'est une vertèbre. Ce truc-là, c'est la rate. Et là, on voit un espèce de truc un peu plus gris foncé. Tout ça, c'est de la tumeur. Tout ça, c'est de la tumeur. Et au milieu, là, il y a ce rond blanc, c'est l'aorte. C'est le gros vaisseau qui vient du cœur et qui distribue le sang artériel dans tout le corps. Et ça, c'est le scanner fait au bout de 2 mois de traitement. Donc je pense que même en n'étant pas cancérologue, vous voyez que la grosse boule grise du milieu, elle est toujours là. Hein. Elle a quand même réduit en gros de moitié par rapport à ce qu'elle était au départ. Ce qui expliquait finalement que la patiente se sente mieux et moins de symptômes, et repris du poids, de l'appétit, etc. Alors le problème, c'est qu'arrivée à ce stade-là, elle a commencé à avoir des boutons, des démangeaisons, et même à un moment donné, elle est devenue toute rouge. Ce qui est un effet secondaire des traitements d'immunothérapie. Et maintenant que j'ai le recul, je peux dire que spécifiquement de cette association anti-CSF1 récepteur plus médicaments d'immunothérapie, clairement, il y a une toxicité cutanée qui est non négligeable. Et chez cette patiente, on a dû baisser progressivement la dose de pexidartinib, qui était donc le traitement comprimé. Et malheureusement, le fait de devoir baisser la dose, parce que ça n'était juste pas supportable sur le plan cutané, a fait que, au bout de quelques semaines de baisse de dose, elle a fini par avoir mal au ventre, être fatiguée, etc. Et puis le scanner réalisé au bout de 4 ou 5 mois de traitement montrait que la tumeur regrossissait. Elle n'avait pas regrossi tout à fait à ce qu'elle était au début, mais l'effet commençait à s'émousser. Du coup, elle a été réadressée à son cancérologue pour reprendre la chimiothérapie. 2 mots de conclusion. Enfin bon, moi j'ai mis 4 lignes, désolé. Clairement, l'immunothérapie, ça génère beaucoup d'espoir. Ça génère beaucoup d'espoir pour les patients, pour leur famille, mais même pour nous en fait. Hein, c'est un changement paradigmatique. C'est un changement paradigmatique parce que on voit quelque chose qu'on n'envisageait pas encore il y a quelques années. C'était la perspective de pouvoir potentiellement guérir des patients qui ont un cancer métastatique. Ça, on ne pensait pas que c'était possible. Est-ce que ça va vraiment être possible avec 20 ans de recul? J'en sais rien, mais là, il y a quand même des données qui émergent pour dire que peut-être une fraction de patients serait guérie. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un engouement des industriels, clairement, mais aussi des chercheurs pour faire beaucoup d'études. À la fois beaucoup d'études de sciences, mais aussi beaucoup d'études cliniques. Si vous regardez le site américain de répertoriage des essais cliniques, il y a, je ne sais plus, quand j'avais regardé il n'y a pas longtemps, je crois que c'était 1800 études qui cherchent à combiner différents médicaments d'immunothérapie entre eux pour obtenir des réponses dans des tumeurs qui sont résistantes. Il y a clairement beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail à la fois de recherche fondamentale, mais aussi de recherche clinique pour inclure les patients, les suivre, récupérer les données, les analyser, même tous ces analyses, parce qu'à un moment donné, une fois que vous avez traité tous les patients, il faut bien regarder le résultat. Et puis, dans ces études, on fait beaucoup de prélèvements, à la fois de tumeurs, de sang, et pour essayer à la fois de comprendre pourquoi ça marche chez certains et pourquoi ça ne marche pas chez d'autres, d'essayer d'identifier à l'avance les patients qui répondent de ceux qui ne vont pas répondre. Donc il y a énormément de travail de ce côté-là. Mais l'avantage, c'est que de temps en temps, quand même, ce travail donne des succès qui eux-mêmes génèrent de nouveaux espoirs, et du coup, c'est une boucle d'auto-amplification. Je pense que j'ai doublé le temps de parole. Non, pas jusque-là quand même. Mais merci beaucoup, en tout cas, docteur Cassier. On comprend mieux à la fois la complexité de cette thérapie, mais aussi tout l'intérêt, effectivement, donc de ces résultats et des enjeux. Une chose est sûre, c'est que cette thérapie ne convient pas à tout le monde, et c'est ce qui fait justement l'objet de votre recherche, Nathalie, enfin d'une de vos recherches, Nathalie Borderies-Vermar, donc qui porte justement sur le profil des patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si important justement de faire ce type de recherche?
Tout à fait. Bon, bah, rebonsoir. Je reprends le micro, mais j'aime ça, donc c'est pas grave. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Donc oui, alors là, je parle au nom du docteur Christophe Co, en fait, qui est directeur de recherche INSERM dans mon équipe et qui est l'investigateur principal du projet ARC, dont je vais vous parler maintenant, mais qui ne pouvait pas venir ce soir, donc qui s'excuse, et donc que je vais tenter de représenter au mieux ce soir. Donc là, je vais vous parler effectivement de quelle démarche nous avons au laboratoire, donc sur une recherche la plus adossée à des essais cliniques, donc une recherche moins fondamentale, plus clinique, pour justement essayer d'identifier les patients qui vont pouvoir bénéficier et répondre à ces nouveaux traitements d'immunothérapie, parce que ça a complètement changé effectivement le paradigme de la prise en charge des patients, où on avait l'habitude d'utiliser certains paramètres, certains marqueurs de diagnostic, de prédiction de réponse, qui ne sont plus les mêmes maintenant, puisqu'on a affaire à une nouvelle forme de traitement qui cible justement les globules blancs et non plus la cellule tumorale directement. Donc il y a vraiment un travail très très important de recherche pour arriver justement à identifier des nouveaux biomarqueurs qui vont être adaptés à ce nouveau type de traitement d'immunothérapie. Et donc le projet qui a été financé par l'ARC est un projet qui porte sur les patientes atteintes de cancer de l'ovaire. Donc comme vous l'a dit Philippe dans la présentation précédente, aujourd'hui il ne vous a pas parlé de cancer de l'ovaire. Quand il vous a cité les pathologies dans lesquelles on avait une autorisation de mise sur le marché et qu'on pouvait traiter les patients par immunothérapie, le cancer de l'ovaire n'en fait pas partie. C'est le mélanome, c'est le cancer du rein, le cancer du poumon. Mais il y a, comme il l'a dit, de nombreux essais cliniques. Il y en a plus de 1800 en cours qui font des essais de combinaison thérapeutique. Et le cancer de l'ovaire fait partie des tumeurs pour lesquelles il y a des essais cliniques en cours et pour lesquelles on pense qu'il y a une place à jouer pour l'immunothérapie. Alors le cancer de l'ovaire, c'est la 4e cause de mort par cancer chez la femme. Donc c'est quand même un cancer assez important qui malheureusement est souvent pris en charge déjà à un stade avancé de par de sa localisation où finalement visuellement on n'arrive pas à diagnostiquer assez tôt cette pathologie. Donc c'est souvent une pathologie qui est déjà au stade métastatique, un stade avancé, et avec un taux de rechute très très important. Et finalement ce qui est très important dans la prise en charge des cancers de l'ovaire, alors là je parle sous couvert des médecins, mais c'est vraiment l'intervention chirurgicale. Aujourd'hui, c'est la qualité de l'intervention chirurgicale et la capacité du chirurgien à éliminer au mieux la tumeur et à laisser le moins de cellules tumorales possible qui va prédire le pronostic de la patiente. Mais comme vous le voyez sur l'image ici en haut à droite, on retrouve des globules blancs dans les cancers de l'ovaire. Donc là, c'est différentes populations de lymphocytes. Pour lesquels il a été montré donc, que ces cellules sont retrouvées dans les cancers de l'ovaire. Ce qui donne un premier rationnel à envisager de l'immunothérapie chez ces patients, puisque y a des lymphocytes, ils sont présents, malheureusement ils sont au stade épuisé, comme je vous ai présenté tout à l'heure pour mes cellules killeuses, mes NK, et donc ils ne sont plus fonctionnels. Mais ils sont là, donc peut-être que simplement en leur donnant un petit boost, on pourrait les réveiller et faire en sorte qu'ils redeviennent actifs et capables de détruire la cellule tumorale. Donc effectivement, quand on regarde cette population particulière, qui est une autre population de cellules tueuses, c'est des copines ONK, elles ont aussi la capacité à tuer, on voit ici, c'est des courbes de survie en fonction du temps, et on voit très bien que quand il y a beaucoup de lymphocytes dans la tumeur, par rapport aux patientes qui n'ont pas de lymphocytes dans la tumeur, vous voyez qu'en pourcentage de survie, si on a 80% de survie, même à 10 ans, alors que là, malheureusement, on atteint 20% de survie à 10 ans. Donc la présence de ces lymphocytes CD8 va être un facteur de bon pronostic. Quand il y a ces lymphocytes, les patientes vont aller mieux de manière générale. On retrouve aussi un autre paramètre qui est intéressant de suivre, qui est l'expression de cette molécule PDL1. Donc, Philippe vous a parlé des traitements actuellement qui ont l'AMM en France, qui sont les anti-PD1, PDL1, donc qui est une voie d'immunosuppression qui empêche les lymphocytes de fonctionner. Et on utilise des molécules pour bloquer cette voie, pour lever ce frein sur les lymphocytes. Et on voit à nouveau dans les cancers de l'ovaire que quand les tumeurs expriment fortement PDL1, les patientes vont moins bien que celles qui n'expriment pas PDL1. Donc ce qui donne à nouveau un rationnel à cette forme de traitement d'immunothérapie. La molécule est là, elle est présente dans la tumeur, on peut envisager de la cibler. Toutefois, ces immunothérapies qui ciblent les lymphocytes T, la voie PD1, PDL1, a été les essais cliniques en cours montrent des résultats relativement décevants dans les cancers de l'ovaire, puisqu'on observe des taux de réponse objectifs de 8 à 20% chez les patientes. Et en fait, on a plusieurs explications pour ce mauvais taux de réponse. C'est que souvent, c'est des patientes qui sont lourdement pré-traitées avec des charges tumorales très importantes. Comme je vous le dis, l'ovaire, c'est déjà un stade métastatique, c'est un stade avancé. Donc, c'est un premier problème.
L'autre chose, c'est qu'on ne sélectionne pas les patientes. Donc c'est vrai que c'est 8 à 20% de répondeurs, mais finalement, si on arrivait à mieux identifier la population qui pourrait bénéficier, alors c'est sûr qu'on va restreindre, on va administrer le traitement à moins de patientes, mais finalement, chez ceux-là, on pourra arriver à avoir des taux de réponse qui vont peut-être frôler les 50-80% en sélectionnant mieux les patients. Et puis aussi, dans les cancers de l'ovaire, jusqu'à récemment, c'était essentiellement, les premiers essais adressaient le rôle de l'immunothérapie en tant que monothérapie, c'est-à-dire on regardait toute seule le traitement d'immunothérapie, comment il fonctionne. Or, on sait maintenant, avec le recul qu'on a des essais cliniques, que finalement, de plus en plus, on va tendre vers des stratégies de combinaison thérapeutique, soit de combiner des immunothérapies entre elles, puisque comme vous l'a montré Philippe sur sa diapo un peu compliquée, où il vous a dit il y a plusieurs systèmes, en fait, il y a plusieurs voies qu'on peut cibler, soit on peut essayer d'associer différents traitements d'immunothérapie, soit l'immunothérapie avec des traitements conventionnels que vous connaissez bien, qui sont la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapeutiques ciblées sur des anomalies moléculaires de la tumeur. Donc on en est vraiment à l'ère de ces combinaisons. Et or, aujourd'hui, donc, les premiers essais qu'on a eus dans l'ovaire étaient des essais de monothérapie. Donc le challenge vraiment à relever dans le cancer de l'ovaire, qui est une pathologie grave, comme je vous l'ai dit, c'est la 4e cause de décès par cancer en France, c'est d'arriver à définir, à identifier des nouvelles cibles thérapeutiques, et ça passe, comme là on est en train de parler d'immunothérapie ce soir, par une meilleure compréhension de ces globules blancs des cellules immunitaires dans l'environnement tumoral, mais aussi, un des challenges très très importants, c'est d'identifier des biomarqueurs de réponse qui vont nous permettre de sélectionner mieux les patients qui vont pouvoir bénéficier de l'immunothérapie. Et donc pour arriver à une meilleure sélection des patients. Et c'est exactement l'objectif du programme de recherche translationnelle, donc c'est-à-dire une recherche à l'interface entre le fondamental et la clinique, qui est financé aujourd'hui par l'ARC, puisque c'est un programme de recherche qui est adossé à un essai clinique qui s'appelle Néopimbrov, peu importe, où là vous avez en fait des patientes donc atteintes de cancer de l'ovaire qui sont sélectionnées sur différents critères, stratifiés, randomisées en 2 bras. Donc il y a des patientes qui vont recevoir le traitement conventionnel de prise en charge des cancers de l'ovaire aujourd'hui, c'est-à-dire de la chimiothérapie, donc de molécules associées de chimiothérapie, et on va les comparer à un autre bras de traitement, qui sont des patientes qui vont recevoir la même chimiothérapie que le bras A, mais en plus on va leur administrer de l'immunothérapie. Donc le nom de la molécule c'est pembrolizumab, la seule chose que vous devez savoir c'est que c'est un anticorps, c'est une molécule qui va bloquer ces freins sur les lymphocytes T qu'est la molécule PD1. Donc là on va comparer des patientes qui ont le traitement classique de prise en charge de l'ovaire, cancer de l'ovaire, chimiothérapie, versus chimiothérapie plus immunothérapie. Par rapport à ce que vous a dit Philippe tout à l'heure, où finalement, hormis peut-être dans le mélanome, aujourd'hui, on administre les traitements d'immunothérapie à des stades métastatiques, et souvent après plusieurs lignes de traitement métastatique, et s'ils ne répondent pas, on va arriver à l'immunothérapie. L'intérêt et l'avantage de cette étude, c'est qu'en fait, elle va administrer l'immunothérapie avant l'opération, avant la chirurgie, c'est ce qu'on appelle en néoadjuvant, c'est-à-dire avant que le patient soit opéré, la patiente soit opérée et qu'on enlève sa tumeur. Donc c'est une des premières études, en particulier dans le cancer de l'ovaire, qui adresse le rôle de l'immunothérapie dans une étape un peu plus précoce que des patientes qui sont déjà en phase métastatique avancée. Donc les patientes sont opérées et ensuite elles continuent d'être traitées, évidemment, on n'arrête pas le traitement après la chirurgie. Elles vont être toujours randomisées selon les mêmes 2 bras, donc chimiothérapie seule ou combinée à l'immunothérapie, et vont être ajoutées chez certaines patientes un autre traitement d'immunothérapie qui va cibler en fait les vaisseaux sanguins, qui vont avoir pour mission d'empêcher les vaisseaux sanguins de se former, parce que c'est par le sang que la cellule tumorale reçoit ses nutriments, s'alimente et qu'elle va pousser. Donc c'est aussi un des moyens, en bloquant l'arrivée de l'essence, en fait, du fuel à la tumeur, d'étouffer un petit peu cette tumeur et de l'empêcher de se développer. Donc là, vous voyez qu'on a combinaison thérapeutique, chimiothérapie, une immunothérapie qui cible les lymphocytes et une immunothérapie, parce que c'est un anticorps, qui va cibler les cellules des vaisseaux sanguins. Alors c'est un essai qui devait inclure 90 patientes, donc on a fini l'inclusion. Donc toutes les patientes sont incluses à ce jour et c'est un essai multicentrique français, national, qui implique 17 centres actifs, parmi lesquels le centre Léon Bérard est très très dynamique, puisque je crois que sur les 90 patientes, on a inclus 22 patientes au centre Léon Bérard. Donc juste pour vous illustrer, je reviens sur ce schéma qu'a présenté Philippe tout à l'heure, mais c'est pour vous illustrer cet intérêt de combiner. Parce qu'en fait, les traitements d'immunothérapie peuvent cibler différentes étapes qui sont très très importantes au cours du cycle immunité-cancer.
et qui partent du début, du relargage des petits signaux de danger, là, des antigènes de la tumeur, jusqu'à la cellule T qui revient, le lymphocyte qui revient dans la tumeur. Et vous voyez qu'en agissant par la chimiothérapie, par les anti-angiogéniques, c'est-à-dire la molécule qui va bloquer les vaisseaux sanguins, et par l'anti-PD1, donc l'anticorps qui bloque, qui lève les freins sur les lymphocytes T, on voit qu'on intervient sur l'étape 1, l'étape 5, l'étape 7. Donc finalement, on n'a pas vraiment de redondance, mais au contraire, on peut espérer une synergie entre ces différentes approches, parce que finalement, c'est comme si vous attaquiez un château fort par 3 entrées et pas seulement par le pont-levis. On va essayer d'attaquer à 3 endroits et on se dit qu'on augmente nos chances finalement d'avoir des meilleurs répondeurs et des réponses plus importantes et plus durables dans le temps chez ces patientes. Et donc là, c'est juste pour vous illustrer pourquoi cet intérêt de combiner les anti-PD1, donc les inhibiteurs des lymphocytes T, avec la chimiothérapie ou les anti-angiogéniques, donc qui sont les 2 molécules associées dans notre essai clinique. C'est que vous voyez ici, vous avez la présence de lymphocytes T dans les tumeurs avant traitement. Alors, ce n'est pas dans notre étude, c'est une autre étude qui a été publiée. Avant traitement, voilà, vous avez entre 5 et 60%. Et vous voyez qu'après traitement, par la chimiothérapie, on augmente le pourcentage de lymphocytes. Donc, on sait déjà que la chimiothérapie a un intérêt positif parce qu'il va induire plus de lymphocytes dans la tumeur. Donc, on va avoir un peu plus d'effecteurs, un peu plus de soldats, si vous voulez, pour aller éliminer la cellule tumorale. Et de même sur l'expression du marqueur PDL1, qui est la cible de l'immunothérapie PD1, c'est que vous voyez qu'après traitement à la chimiothérapie, on augmente aussi l'expression de PDL1. Donc on va avoir, on a plus de freins, mais il sera peut-être d'autant plus facile de les lever, puisque ces freins sont relativement importants. Et il y a un essai qui est en cours où ils ont combiné, il n'y a pas de chimiothérapie, ils ont combiné un autre anti-PD1, une autre boîte pharma, peu importe, avec notre inhibiteur des vaisseaux. Et il y a des résultats quand même assez intéressants, où on atteint presque 30% de réponses, et notamment chez certains sous-types de cancer de l'ovaire, qui sont sensibles à la chimiothérapie, on a des résultats qui semblaient assez prometteurs. Donc, en fait, ces résultats vont vraiment dans le sens qu'il y a un intérêt assez fort à combiner chimiothérapie, immunothérapie des lymphocytes T et immunothérapie des vaisseaux. Et donc, l'objectif de l'essai clinique Néopembroke, dans lequel on est impliqué, alors évidemment, l'objectif primaire, c'est d'avoir les résultats en clinique, c'est-à-dire de mesurer, d'évaluer l'efficacité de ces combinaisons thérapeutiques chez les patientes. Évidemment, l'objectif, c'est de soigner et guérir les patients, on est d'accord. Mais il y a un objectif secondaire, et c'est très souvent le cas, quand il y a des essais cliniques, il y a souvent des études qu'on appelle ancillaires, c'est-à-dire des études associées à ces essais cliniques, où on essaye de comprendre un peu mieux des choses et de découvrir, d'apporter des connaissances. Et justement, un des objectifs secondaires, je ne les ai pas tous cités parce qu'il y avait aussi des objectifs de toxicité, comme l'a dit Philippe. Il y a énormément de toxicité avec ces traitements d'immunothérapie. Donc il y a un des objectifs qui est de la toxicité aussi, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vais vous parler uniquement de l'objectif secondaire de recherche translationnelle qui me concerne. C'est justement d'identifier des prédicteurs de réponse, des biomarqueurs qui vont nous dire, bah oui, cette patiente, il y a des grandes chances qu'elle réponde, alors que celle-ci non, il faudra la traiter autrement. D'identifier justement les voies et les cibles, des nouvelles cibles thérapeutiques que la tumeur met en place pour empêcher les anticorps anti-PD1, donc ces bloqueurs de lymphocytes T, de fonctionner, parce qu'on sait qu'il y a des mécanismes de résistance qui apparaissent au cours du temps. Et donc, en suivant cet essai clinique, on va essayer de monitorer aussi chez les patientes, est-ce qu'il y a des phénomènes de résistance dès le départ, ou est-ce qu'ils apparaissent en cours de traitement. Et grâce à ça, si on arrive à identifier quel est le frein, on pourra imaginer proposer quelque chose pour contrer ce frein en combinaison avec les anti-PD1. Et puis, on a un objectif, mais là je ne vais pas vous en parler trop, c'est de caractériser le rôle d'une autre population de lymphocytes dans cette réponse aux anti-PD1, peu importe. Évidemment, le but ultime, c'est d'arriver à améliorer la prise en charge des patientes qui ont un cancer de l'ovaire en essayant d'identifier les bonnes patientes et éventuellement de proposer des nouvelles combinaisons thérapeutiques potentielles à ces patientes qui manifestent de la résistance, par exemple. Voilà, donc juste pour illustrer les types d'échantillons auxquels... Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on va avoir accès à des échantillons de patientes, donc du sang, de la tumeur, de l'acide, si jamais elle développe un état métastatique, au départ du traitement, et puis de manière longitudinale, c'est-à-dire au cours du temps, on va pouvoir avoir accès à différents types d'échantillons. Et grâce à ce recueil d'échantillons au cours du temps, on va avoir des informations très très importantes pour l'évolution justement chez la patiente de sa réponse immunitaire d'une part et de son évolution clinique. Donc ça va nous permettre de corréler
comment elle répond au traitement et à quel type de réponse immunitaire ou comment évolue sa réponse immunitaire en même temps que la réponse clinique, pour essayer de faire un lien entre les deux. Et donc on travaille, voilà, comme je l'ai dit, essentiellement avec différents matériels biologiques issus des patients. Donc vous voyez que c'est vraiment un travail qui est fait en collaboration très importante et très étroite avec les cliniciens. Je vais passer cette diapo qui reprenait un petit peu les objectifs de l'étude. Et à nouveau vous remercier pour votre attention. Et je crois que j'en ai terminé. Ouais. Merci. Certainement pas encore complètement terminé, parce que vous aurez certainement à répondre aux questions du public. Avant de laisser la parole, justement, je crois que Nicolas Rennes voulait prendre... Voilà, c'est vrai que je remercie les deux intervenants là, pour leur présentation. C'est vrai qu'on voit vraiment en résumé à la fois tout le potentiel de ces approches thérapeutiques, mais aussi on devine parfaitement toute la complexité qu'elles ont, en tout cas dans leur mise en œuvre, et aussi dans toutes les connaissances que ça nécessite de mobiliser. Et là, c'est le rôle d'une organisation comme la nôtre, la Fondation ARC, c'est précisément de soutenir ces recherches-là, de permettre le développement en France de ces immunothérapies. Et donc d'apporter tout notre concours et de donner les moyens aux chercheurs d'arriver à mener les projets nécessaires. Pour nous, il y a trois grands enjeux, pour résumer notre action, parce qu'on a fait de l'immunothérapie une priorité de notre action scientifique. Il y a l'enjeu effectivement des connaissances en recherche fondamentale, je l'avais dit tout à l'heure et vous l'avez très bien illustré. Ce sont des mécanismes complexes, on a encore énormément de choses à apprendre de ces mécanismes liés au système immunitaire. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver à développer de la manière la plus sécurisée possible pour les patients ces nouvelles stratégies thérapeutiques. Et donc là, c'est tout le soutien qu'on apporte aussi aux essais cliniques qui permettent de tester, d'évaluer l'efficacité de ces thérapies et aussi, bien sûr, la tolérance des patients à ces thérapies et en ajustement, en combinaison avec d'autres approches. Ça, là aussi, je crois qu'on a eu un bel exemple, une belle illustration de cette démarche-là. Et le troisième enjeu, c'est d'arriver à identifier le mieux possible, je dirais, les patients qui peuvent bénéficier de ces immunothérapies, c'est-à-dire ceux pour qui l'immunothérapie représentera un bénéfice. Et ça, j'insiste sur ce point-là parce que la Fondation ARC là-dessus est assez volontariste, puisque nous avons lancé il y a 2 ans un grand programme d'action en soutien à ces recherches, recherches transnationnelles en immunothérapie. Lorsque nous mettons en place ce type de grand programme qui était inédit, eh bien, nous avons besoin de croiser de très nombreuses expertises. On l'a dit tout à l'heure, il y a des recherches partout dans le monde sur ces sujets-là. Donc nous avons réuni 17 experts internationaux dans ce domaine-là, dont M. Cassier, que je remercie au passage. Voilà. Et pourquoi nous faisons ça? Parce qu'il y a nécessité de mettre en place des programmes tout à fait originaux dans ces domaines-là. Et ensuite, et bien sûr, et là c'est notre rôle, de mobiliser des fonds qui permettent de déployer ces projets et de donner les bonnes conditions de réussite à cela. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais céder le micro à vous, cher public, pour que vous puissiez poser des questions à nos 2 invités, ou également à Nicolas, qui serait prêt également à pouvoir répondre à vos questions. Donc, qui veut se lancer en premier? Allez. Allez. Alors, moi je voudrais dire quelque chose, effectivement, tout est ici très médical. Et moi je me pose la question du lien, est-ce qu'un lien est fait ou des liens sont faits à certains moments avec tout le côté du psychique de la personne, de son environnement, enfin voilà, tout est super, ça me dépasse même un petit peu, j'allais dire, mais voilà, dans les gens qui guérissent, il y a des corrélations certainement à faire avec ceux qui sont pris un peu plus précocement, ceux qui vont mieux dans leur tête, ceux qui ont... Et je me dis, est-ce que, quand même, il doit y avoir une... Enfin, pour moi, comme ça, très basiquement, hein, je vous le dis comme je le pense là, il y a quelque chose là qui est, quand vous parlez de recherche translationnelle, je pense aux relations. En translation, il y a relation quelque part. Il me semble qu'il y a un manque de relation entre d'autres aspects de la vie, en général. Pour le dire très basiquement, je ne suis pas à votre niveau de connaissance. Voilà. C'est un commentaire, c'est une question. Elle a le mérite d'exister.
Donc, Non, mais là, c'est sûr, vous l'avez dit, ça dépasse le médical, peut-être, et encore plus le scientifique, je pense. Si je peux donner juste mon avis en tant que chercheur, je sais que nous, on est de plus en plus sollicités, et je pense que ça fait partie justement aussi dans le cadre des appels d'offres de l'ARC et autres, à intégrer en fait dans nos écritures de demande de financement, dans nos programmes, un axe sciences humaines et sociales, par exemple, SHS, et dont, par exemple, dans le cadre de l'immunothérapie, où effectivement on est face à un nouveau traitement, une nouvelle forme de traitement, où les gens ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, c'est compliqué, en plus, vous l'avez vu, hein, et où justement la façon dont ça fonctionne peut induire d'autres problèmes, enfin, il y a les effets de toxicité, il y a plein de choses autour, où effectivement, de plus en plus, on nous demande de développer un axe dédié à ces aspects de sciences humaines et sociales. Alors, c'est peut-être pas forcément psycho, hein, c'est peut-être pas forcément, mais au moins des choses qui dépassent la science et qui dépassent la médecine pour intégrer cette dimension-là dans nos projets. Et voilà, et un des exemples que je pourrais citer, c'est que dans le cadre d'un appel d'offres qu'on appelle des appels d'offres CIRIC, site de recherche intégré en cancérologie, qui est un appel d'offres national, le centre Léon Bérard est un des premiers CIRIC français, a été renouvelé l'année dernière sur la deuxième génération de CIRIC. Et justement, on a un axe fort, SHS. On est en train de structurer au centre Léon Bérard un département sciences humaines et sociales où on recrute quelqu'un en chaire d'excellence, donc un professeur de philosophie ou je ne sais plus quel profil il a, mais où il va y avoir vraiment cette dimension devient de plus en plus importante. Effectivement, elle n'était pas considérée il y a quelques temps et elle l'est de plus en plus. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui les résultats parce que ça démarre. Et effectivement, c'est vraiment de plus en plus, dans le cadre des projets, on nous demande de faire du pluridisciplinaire, à la fois de mélanger des maths, de la physique, de la biologie, etc., mais aussi des sciences un peu moins dures, des sciences un peu plus molles, comme les SHS. Après, je ne sais pas si tu veux compléter, toi Philippe, sur cet aspect-là, mais... Une citation qui n'est pas de moi. Il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit un jour, c'est difficile de discuter ou de réfléchir scientifiquement sur des sentiments. Et je pense que c'est là toute la difficulté des recherches en SHS, c'est que déjà on voit que sur des choses comme de la médecine, qui est une science un peu moins dure que les sciences plus fondamentales, on a des fois du mal à mettre en évidence, ou du moins à avoir quelque chose de quantifiable, de mesurable, d'objectivable, alors que c'est... Vous avez très bien dit que c'était déjà très médical, très dur comme aspect. Donc je pense qu'une des difficultés en SHS, c'est qu'on va pouvoir faire de la description, mais de là à faire de la corrélation, je pense que c'est compliqué. Vous voyez bien qu'à l'intérieur même, en restant monodisciplinaire, on a déjà du mal à s'en dépatouiller. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais il y a encore du boulot. Hein. Il y a encore du boulot. On est là pour ça. Une autre question ? Je voudrais compléter la question précédente. Au-delà des aspects aussi psychologiques, est-ce qu'il y a un programme de recherche concernant la nutrition? Parce qu'on sait que le deuxième cerveau, on va dire, de notre corps, c'est les intestins. On a beaucoup plus de micro-organismes dans les intestins que parfois même des cellules. Et que les aspects alimentaires, inflammation, immunité, c'est très lié. Et donc, est-ce qu'il y a des recherches, surtout dans la région lyonnaise, à mener dans ces aspects? Alors, oui, il y a des recherches en cours. Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse dans votre question. La première chose, c'est les régimes alimentaires, le lien entre l'alimentation et peut-être, je ne sais pas si vous l'abordez dans le sens développement de cancer ou en termes de réponse au traitement d'immunothérapie, les deux. Alors je sais qu'il y a des études en cours, notamment au centre Léon Bérard, je crois qu'il y a une unité, un département santé et environnement où il y a des chercheurs qui sont dédiés à tout ce qui est interaction avec l'environnement et le développement des cancers, c'est-à-dire les ondes, l'alimentation en fait partie, l'activité physique. On a des programmes au centre Léon Bérard vraiment d'activité physique adaptée, ce qu'on appelle l'APA, pour justement, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un lien fort entre les patients qui ont une activité physique et qui vont aller mieux, qui vont mieux répondre à leur traitement, etc.
Donc toute cette dimension-là, effectivement, est prise en compte et il y a des chercheurs au Centre Léon Bérard qui travaillent dans ce domaine-là. Par rapport à l'autre question qui est les intestins, les bactéries dans les intestins, donc là vous faites allusion au microbiote, c'est-à-dire tous ces micro-organismes qui sont effectivement dans les intestins où on sait que ces cellules, enfin ces cellules, hein, c'est des micro-organismes mais qui sont neutres pour notre organisme, hein, qui ne sont pas délétères, ce pas des microbes contre lesquels on doit se défendre, contrairement à ceux que j'ai présentés. Clairement, il y a beaucoup d'études, alors pas forcément au Centre Léon Bérard, pas forcément sur la région, mais beaucoup à l'Institut Gustave Roussy, notamment à Paris, où justement ils s'intéressent au lien entre cette flore microbienne dans les intestins et la réponse aux immunothérapies. Et il semblerait effectivement, pour faire simple, hein, quand vous êtes sous antibiothérapie, vous détruisez votre flore intestinale, donc on perd tous ces micro-organismes importants pour notre quotidien, pour notre digestion, voilà. Et ben, il a été montré que chez des patients sous antibiothérapie, quand ils ont reçu des antibiothérapies, par exemple 1 à 2 mois avant de commencer l'immunothérapie, ils vont moins bien répondre aux immunothérapies que ceux qui ont une flore intestinale qui n'a pas été impactée, qui est normale. Donc oui, il y a des études aussi clairement en cours sur toute cette flore intestinale et la réponse aux immunothérapies. Alors il y a une équipe, je pense, au Centre Léon Bérard qui s'intéresse à ça, mais plutôt pas dans la réponse aux immunothérapies, mais vraiment est-ce que cette flore intestinale peut aussi à un moment se dérégler et contribuer à faire de l'inflammation, à faire finalement des signaux de danger qui vont donner naissance à un cancer. Lui, il l'aborde, il y a un chercheur au centre de recherche qui s'intéresse à ça, donc c'est Julien Marie, l'équipe de Julien Marie, s'intéresse à comprendre comment un dérèglement de cette flore intestinale peut donner une inflammation chronique et donner naissance à un cancer. Il ne l'a pas encore abordé sous l'angle réponse aux immunothérapies, puisque ça, comme je l'ai dit, c'est plutôt à l'IGR qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et ailleurs, hein, mais en tout cas, les études que je connais mieux, c'est à l'IGR. Je ne suis pas sûre. Sur ces sujets-là, effectivement, il y a de nombreuses recherches qui sont menées. Et on a organisé au mois de novembre dernier un rendez-vous recherche, justement, sur le sujet de la nutrition, pendant et après la maladie, notamment, sous cet angle-là, pour illustrer de nombreux projets de recherche qui étaient menés. C'était dans la ville de Montpellier. Notamment, on a abordé le sujet de l'activité physique pendant et après la maladie, mais on a abordé aussi les questions d'alimentation, de régime alimentaire. Donc voilà, je vous invite vous pouvez retrouver toute cette session sur notre site internet, et puis également on a des outils d'information sur ces sujets-là, comment la nutrition a un impact aussi dans la qualité de vie des malades pendant, après les traitements. Voilà. Une dernière question. Monsieur. Oui, juste une remarque. En fait, moi j'ai fait de la chirurgie thoracique, et je suis à la retraite maintenant. J'ai vu l'évolution depuis mon installation. Je travaillais en secteur privé, enfin à l'hôpital et en secteur privé au départ, tout uniquement en secteur privé. Et quand j'ai commencé, les patients arrivaient, ils n'étaient pas au courant de leur diagnostic. Ils me disaient c'est une espèce de grosse infection, on va vous opérer. On n'expliquait pas vraiment l'opération. On disait après il y aura un traitement des espèces d'antibiotiques. Enfin, je me souviens moi des pneumologues qui racontaient des trucs comme ça. J'étais très mal à l'aise. Et les patients, je trouve, subissaient l'opération, subissaient les traitements, et ça c'est quelque chose qui était pas bien du tout. On a évolué, maintenant on parle du cancer, tous les gens qui venaient ensuite se faire opérer étaient au courant du diagnostic, et c'est très important. Ils se battent, ils ont un rôle à jouer dans la coopération avec les médecins et avec les soignants, le fait d'être informés, savoir ce qu'on va leur faire, qu'est-ce qu'il faut en attendre, comment va se passer l'opération en ce qui concerne l'opération. Ça me paraît extrêmement important pour les suites opératoires, pour bien supporter le traitement. Ce sont des gens, on voit que les gens qui se battent, qui se prennent en charge, vont mieux réagir au traitement, mieux supporter, donc on aura de meilleurs résultats. C'est tout un ensemble en fait, et tout compte dans la maladie. On ne traite pas le cancer, on traite la personne dans son ensemble. Et ça me paraît extrêmement important de cette information et cette prise en charge globale. Voilà. C'est sûr que c'est un élément, la prise en charge globale, c'est un élément qui a beaucoup changé, ça c'est certain. Pour avoir discuté de cette question avec des praticiens un peu plus âgés que moi, c'est aussi quelque chose qui rend la prise en charge
pas forcément plus simple, parce que du coup, on doit sortir de nos compétences juste techniques, on doit devenir des communicants, ça modifie vraiment le travail. C'est pas plus dur, moins bien, hein, c'est très agréable. Moi, je trouve que le contact avec les patients, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est à double tranchant, hein. Des fois, on en prend plein la gueule aussi. Mais ça fait partie du job, Et je pense qu'on est là aussi pour recevoir, dans les deux sens du terme. Mais je suis d'accord. Et je pense que ça c'est aussi rendu possible parce que les équipes sont pluridisciplinaires, parce que c'est plus que le médecin tout seul face à la décision. Il y a des infirmières, nous dans le cadre de la recherche clinique, il y a des attachés de recherche clinique. Enfin, c'est aussi une façon d'accompagner les gens de manière peut-être un peu plus globale. Je dis pas qu'on réussit à chaque fois, hein, clairement, c'est pas. Mais oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a une évolution majeure de la médecine de ce point de vue-là, absolument majeure. Pour compléter peut-être, est-ce que je vois en termes de formation aujourd'hui, les futurs médecins bénéficient de ce type de formation, de l'accompagnement vers les patients? Vous voulez une réponse politiquement correcte? La plus simple possible. Coupez les caméras. Coupez les micros. On va faire une réponse Missy Raisin. Donc clairement, il y a eu une évolution de la première, quand j'ai passé le concours de médecine de première année, c'était la première année où on avait des SHS, donc des sciences humaines et sociales, à l'examen. Et donc ce truc-là persiste, ça représente une énorme part des points, entre guillemets, dans le classement au concours. Derrière, en deuxième, troisième, quatrième année, il y a des cours de communication avec les patients, ce qui nous permet à nous, praticiens, quand on les fait, de voir à quel point on est nul. C'est assez, des fois c'est assez terrifiant. Clairement, je pense que la formation seule n'est pas la seule solution. Il y a tout un enjeu parce que nous aussi on est des êtres humains et dans cette relation-là, c'est la relation effectivement d'un technicien et d'un problème technique, et puis après il y a une relation de deux êtres humains. Et les relations entre les êtres humains, elles ne sont jamais univoques, elles sont toujours à aller-retour. Et il y a une part, à mon avis, qui est importante d'appréhender cette question de l'aller-retour, c'est-à-dire pour ne pas, entre guillemets, plonger. La difficulté pour les praticiens dans cette pratique où, justement, on discute avec les patients, c'est de ne pas se brûler, nous, d'être quelque part... d'avoir de la compassion, d'aider les gens, mais de se préserver aussi parce que sinon on n'est plus fonctionnel, quoi. On n'est plus fonctionnel. Et qu'ils ont quand même, et que les patients, ils ont besoin de notre compassion, mais ils ont aussi besoin de notre compétence technique. Malgré tout, on est, enfin, je dis ça froidement, mais on est quand même des techniciens. Je pense que les patients, on rend service aux patients en étant aussi des gens compétents sur le plan purement technique. On a quand même besoin de garder la tête froide, ce qui n'est pas toujours très facile. Je ne sais pas si c'est une réponse ou si c'est un commentaire. Les deux, ça va. C'est une formation toute la vie, c'était ça le point. Voilà. Je me suis perdu. Encore une dernière question, si vous souhaitez. Sinon, vous pourrez de toute manière discuter avec nos invités autour du buffet, pour ceux qui peuvent rester. Voilà. Merci. Je crois qu'effectivement, il mérite vos applaudissements. Nicolas, vous vouliez conclure. Simplement quelques mots pour vous remercier effectivement de votre participation et d'être venu à ce rendez-vous recherche. Remercier nos intervenants qui aussi pour leur disponibilité et d'avoir répondu présent à nos côtés pour ce rendez-vous. Effectivement, je vous invite à retrouver sur le site de la Fondation ARC ou ici déjà des exemples d'outils d'information que nous pouvons développer. Et puis voilà, nous remercions également le journal Le Progrès qui nous a accueillis pour ce rendez-vous. Et puis bien voilà, je vous invite à partager un verre de l'amitié ensemble. Voilà, au revoir. Merci à vous.